Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin, le dernier de l'année 2019. Nous sommes ensemble pendant une heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Et on va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Rachid Temal, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise et vous nous direz notamment quel regard vous portez sur ces ultimes négociations avant les fêtes autour de la réforme des retraites. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et pour parler de cette réforme des retraites, je serai notamment avec le sénateur Les Républicains Gérard Longuet, qui connaît bien le dossier, et notamment les différentes réformes des retraites qui ont été menées par la droite ces 30 dernières années. Merci beaucoup, Alexandre. À tout à l'heure. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Caroline Deschamps, bienvenue. Vous êtes chef du pôle web de Public Sénat et Internet, n'oublie rien, Caroline. Et oui, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. On connaît la chanson. Vous connaissez la chanson, mais le web, lui, n'oublie rien, mais vraiment rien. Et on verra ça avec vous dans un instant. Fanny Conquis fait aussi partie de ce club ce soir. Bienvenue, Fanny. On a parlé loi bioéthique au Sénat aujourd'hui. Oui, on a parlé notamment d'une des mesures phares de ce projet de loi, la PMA pour toutes, mais aussi la question de la filiation, question particulièrement sensible et complexe. Et nous ferons réagir Rachid Temal sur ce plateau. Tam Tranui est également avec nous ce soir. Bienvenue, Tam. Bonsoir. Au Sénat, on a aussi cherché des pistes pour une alimentation plus saine et plus durable. Oui, pour en finir avec les choux de Bruxelles en boîte à la cantine. Et ça pourrait d'ailleurs se jouer au niveau local. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. On va évidemment revenir sur cette toute dernière réunion à Matignon. Ultime chance avant les fêtes de trouver un compromis. Hier soir, on en était loin. Le gouvernement va-t-il être contraint de lâcher du lest sur la question de l'âge pivot pour les métiers pénibles, par exemple? Quel bilan politique peut-on tirer de toute cette longue séquence? #ALPL pour réagir sur Twitter. Allez, tout de suite, direction Matignon. Quentin Calmet, vous suivez ce rendez-vous décisif pour nous. Bonsoir Rebecca, effectivement déjà 2 heures que les partenaires sociaux sont réunis avec Édouard Philippe, Agnès Buzyn et le nouveau secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski. Les 6 organisations syndicales et 3 organisations patronales qui écoutent en ce moment Édouard Philippe qui doit s'exprimer après cette réunion. Peut-être que vous voyez derrière moi sur les images de Jonathan Dupriez les journalistes qui attendent sur le perron de Matignon, également ce projecteur qui a été installé pour recueillir les déclarations des syndicats. Mais donc Édouard Philippe doit lui s'exprimer depuis un des salons de Matignon. Qu'y aura-t-il dans sa déclaration? Y aura-t-il de quoi faire revenir dans le giron de la réforme les syndicats réformistes comme la CFDT, l'UNSA ou la CFTC? Rien n'est moins sûr, les syndicats ne cachaient pas leur pessimisme en arrivant tout à l'heure à Matignon. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait être décisif? Eh bien, ce serait des annonces sur l'âge pivot, ce système de bonus-malus qui doit s'appliquer dès 2022 pour inciter les salariés à travailler jusqu'à 64 ans. On attend donc avec impatience, vous l'imaginez bien Rebecca, la déclaration d'Édouard Philippe. Aussi, Quentin, nous aussi, merci beaucoup et merci à Jonathan Dupriez qui vous accompagne ce soir, Rachid Temal. On attend la parole d'Édouard Philippe qui pourrait libérer la situation, débloquer la situation. Vous en attendez beaucoup, vous, ou vous êtes sceptique sur un débouché positif? D'abord, c'est effectivement, vous venez de le dire, c'est la position du gouvernement qui bloque la situation. Et ça, il faut que chacun l'ait en tête. Et donc aujourd'hui, il y a ce point de blocage. Pourquoi? Parce que je crois que malgré les tentatives de communication du gouvernement, je crois que les Français sont dorénavant très inquiets sur leur retraite. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un soutien plutôt important du mouvement de grève. Parce que quand vous entendez 2 choses, l'annonce de l'âge pivot, il faut que chacun entende, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite qui touchera tous les Français. Deuxième chose, aujourd'hui, un nouveau système, aujourd'hui, quand chacun regarde trop clairement, personne n'y gagne. D'ailleurs, le Premier ministre avait parlé de grands perdants et il n'a pas répondu. Les Français comprennent bien. Si vous prenez votre... par exemple, pour le secteur privé, vous prenez vos années. Jusque-là, c'est 25 ans. Si demain, c'est toute la carrière, mécaniquement, c'est une règle de 3, vous allez diminuer. Donc la question, c'est comment il n'y a pas de diminution des pensions. Donc moi, je pense que là, c'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que dire qu'il faut combattre les inégalités du système qui marche bien, je rappelle que nous n'avons que 7% de pauvreté chez les retraités. Mais il y a des inégalités. On ne peut pas dire que ça, on doit rester là, donc il faut les combattre. Et là, le gouvernement donne le sentiment d'en créer de nouvelles, voire de pires. Et je pourrais lister la longue liste des problèmes. Ce que je dis, c'est maintenant comment on en sort. Donc soit ce soir, il y a un déblocage
Et franchement, si c'est pour inventer un âge pivot qui n'en est pas un, mais qui est caché... S'il y a des blocages, c'est qu'il se sera mis d'accord avec les syndicats, Édouard Philippe. Il n'annoncera rien qui ne soit pas lié à un accord avec les syndicats. Moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre les choses dans le bon sens. Cette réforme-là, malheureusement, est mortenée. Je pense qu'il faut maintenant un Grenelle des retraites, je dis bien un Grenelle des retraites, où on met tout sur la table. Et réellement tout, sans a priori, pour vraiment avancer. Et non pas, là, il y a une forme de concurrence, d'ailleurs, du gouvernement avec la droite. Parce que, soyons clairs, tout à l'heure, vous aurez M. Longuet, il vous en parlera, mais regardez l'âge de 64 ans. Il y a une raison politique à cela. C'est que le gouvernement considère que l'électorat de droite qui est venu le rejoindre à l'occasion des européennes, il faut le garder. Alors il faut un totem de la droite historique, c'est la retraite à 64 ans. Et vous voyez bien, dès le lendemain, la droite qui sent bien cette concurrence dit « Ah non, nous, la vraie réforme, c'est pas 64, c'est 65 ans. » Et donc les Français sont aujourd'hui victimes de cette concurrence-là. Donc maintenant, il faut être un peu sérieux. Là, je crois qu'avant les fêtes, c'était compliqué pour tout le monde, à la fois pour les Français qui ont des difficultés pour transporter, mais également pour les grévistes à qui ça coûte. Et je le dis, si le gouvernement peut dire ce soir, stop, on retire l'âge pivot et on suspend la réforme pour qu'en septembre, il y ait un vrai Grenelle, en tout cas moi ce que j'appelle le MEV, un vrai Grenelle avec toutes les parties, et en disant on n'a aucun souci, on met tout sur la table, je pense que ce serait une bonne chose. Sinon... Vous pensez sérieusement que ce gouvernement peut reculer sur l'âge pivot ? Moi, Avec votre connaissance, votre expérience de la vie politique, est-ce qu'un gouvernement recule à ce point ? Bon, ça a déjà été fait, mais regardez, depuis maintenant 2 ans, le sentiment, c'est de se dire que la justice sociale n'est pas le fil rouge de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on commence des APL jusqu'à ce qui se passe sur l'assurance chômage. Vous voyez bien, donc les Français se disent, ce gouvernement, il ne fait que réduire mes droits, réduire mes perspectives. Donc moi, je suis très inquiet parce qu'effectivement, la crainte, c'est que ce gouvernement-là, alors on nous dit qu'il y aurait des divisions internes, je ne sais pas si c'est vrai, ce gouvernement-là qui serait en concurrence avec la droite, donne le sentiment que M. Macron et sa petite de coups de menton sur « moi je suis », le problème, c'est que ce n'est pas lui le problème. C'est comment on fait pour tous les Français qui aujourd'hui sont inquiets pour leur retraite. Alors on va continuer de faire réagir à ce sujet. On va rejoindre Alexandre Poussard en salle des conférences. Alexandre, vous êtes aux côtés d'Hervé Marseille, patron des sénateurs centristes. Et oui, Hervé Marseille, comment vous voyez l'issue de ces négociations avec les partenaires sociaux? Comment Édouard Philippe doit trouver un compromis? Vous me demandez de lire dans le mar de café. Je crois que c'est difficile d'abord de trouver une solution dans l'urgence en quelques heures, alors que ça fait 2 ans que le gouvernement est supposé avoir travaillé, avoir ouvert la concertation. Donc déjà, c'est compliqué de mettre une pression comme celle-là pour trouver une solution en quelques heures. Donc il me paraît compliqué d'avoir une solution. On sait qu'il y a le camp du refus, donc la CGT va continuer à s'opposer. Il y aura encore des perturbations, quoi qu'il arrive, puisqu'elle veut le retrait de la réforme. Et puis, les réformistes, eux, veulent le retrait de l'âge pivot. Le gouvernement doit trouver des économies, donc il faut laisser travailler les partenaires sociaux. Je pense qu'on ne peut pas trouver une solution en quelques heures. Il va y avoir une nouvelle gouvernance avec un établissement public, qu'on laisse les partenaires sociaux apporter des solutions et qui correspondent à l'équivalent de ce qu'était l'âge pivot voulu par cette réforme. Et si le gouvernement maintient cet âge pivot à 64 ans, il sera responsable de ce blocage ? Je pense que ça va être difficile de continuer à discuter et il faut laisser un peu de temps maintenant qu'on arrive aux vacances. Simplement, ce sont les Français qui payent les pots cassés puisqu'ils vont continuer à être perturbés, ils ne pourront pas se déplacer, les commerçants vont rencontrer des difficultés. J'espère tout simplement que les syndicats vont faire un peu preuve de bienveillance et ne pas oublier qu'on est arrivé à Noël. Très bien. Merci beaucoup Hervé Marseille pour votre réaction. Merci. Merci beaucoup Alexandre et merci à Hervé Marseille. On va continuer d'analyser cette actualité politique et parlementaire. C'est l'heure du club. Caroline Deschamps commence donc avec vous, chef du pôle web de Public Sénat. La réforme des retraites et ses polémiques enflamment évidemment les réseaux sociaux et les internautes passent au scanner les déclarations récentes ou passées des politiques. Eh oui, sur le net, pas de droit à l'oubli. Dès le début de la réforme des retraites, les internautes se sont amusés à exhumer d'anciens tweets de ministres de gauche qui étaient, il y a quelque temps encore, opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. Comme Marlène Schiappa qui, lors de la réforme de 2010, écrivait un billet de blog « La grève
expliqué à ma fille, on pouvait y lire « Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail et si possible, assez bien payés pour ne pas aller balayer le McDo alors qu'ils marchent avec une canne. » Ou encore Olivier Dussopt qui, en janvier 2017, alors encore au PS, se moquait du candidat Fillon qui proposait la retraite à 65 ans. Mais il faut dire, Rebecca, qu'avec Olivier Dussopt, le jeu est un peu trop facile car ça marche sur beaucoup de sujets. De même, en pleine polémique de Levoix sur ses oublis de déclaration à la haute autorité, les internautes ne se sont pas gênés pour aller chercher ces nombreuses déclarations sur la transparence et l'exemplarité des politiques, comme ici en 2017 à Public Sénat dans l'émission L'épreuve de vérité. Regardez. La confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Rien cacher sur la réalité des chiffres et sur les efforts à faire. Et cet extrait, Rebecca, tourné en boucle, mais vraiment en boucle sur le web jusqu'au jour de sa démission. Et évidemment, Laurent Pietraszewski en a fait les frais lui aussi, on l'a passé au scanner. Eh ben oui, à peine nommé, le nouveau monsieur retraite est passé au rayon laser. Si vous tapez Pietraszewski dans Google, les recherches les plus fréquentes sont origine, Auchan, pain au chocolat. Et oui, pain au chocolat, car outre sa déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est son passé de DRH chez Auchan qui est passé au crible par les détectives internautes. Des internautes qui ont vite fait de retrouver qu'en 2002, alors DRH d'un magasin Auchan à Béthune, le futur monsieur retraite a mis à pied une caissière qui avait donné un pain au chocolat trop cuit à une cliente. Elle s'était même retrouvée en garde à vue pour vol, de quoi susciter l'indignation des réseaux sociaux. Alors, moralité, quand vous vous retrouvez en pleine lumière tout d'un coup, eh ben, vaut mieux faire le ménage sur vos comptes Facebook ou Twitter, ou tout de moins anticiper sur ce qui pourrait ressortir, car votre réputation peut vous coller à la peau pour des lustres. L'empreinte numérique ne s'efface jamais totalement sur le net, donc attention à la boîte à archives. Et attention à tout le monde. Rachid Temal, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'anecdotes? C'est vrai que maintenant, tout le monde va chercher dans le passé des nouveaux dirigeants, des nouveaux ministres. Vous dites c'est bien, c'est de la transparence, ou attention, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas chercher des poux gratuitement. Il y a plusieurs choses, parce que dans vos exemples, il y a de tout. Bon, si je prends Marlène Schiappa, il faut juste assumer qu'il fut un temps où elle était contre le décalage de la retraite et qu'aujourd'hui, elle est pour le recul de l'âge de la retraite. Je pense que dans ce cas-là, il faut l'assumer. Elle a changé d'avis, c'est ainsi, et je pense que c'est mieux pour elle. Olivier Dussopt, pareil, j'ai eu d'ailleurs à l'exclure quand il est passé dans le gouvernement. Le mardi, il avait des amendements socialistes au Sénat, à l'Assemblée, pardon, et la semaine d'après, il était sur le budget ici et il avait des amendements contraires. Bon, c'est un fait, c'est des choix politiques, il faut juste assumer leurs choix. Après, si on sort de la partie politique et anecdotique et drôle, après, il y a une vraie question, mais ça renvoie à d'autres questions, c'est qu'aujourd'hui, le numérique prend position sur tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre identité, même informatique, est prise par les GAFAM. Donc il y a une vraie question de fond, pas pour protéger les déclarations, mais je crois qu'il y a une vraie question de fond sur ce qu'est une démocratie, quand de fait, l'identité aujourd'hui numérique est pillée par les GAFAM, et quand de fait, ce que vous allez chercher sur Google, c'est l'algorithme de Google qui vous dit ce que vous allez voir en premier. Donc tout ça doit aussi nous interroger sur la démocratie. Je ne parle pas de la partie se protéger. Non. Il y a l'irréputation aussi, le côté boîte à archives qui était quand même beaucoup moins simple avant. En fait, là, n'importe qui peut aller rechercher des... Mais moi, Ça vous fait peur parfois? Vous vous dites, aïe, 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 j'espère qu'on n'ira pas chercher moi, par des exemple, choses. je suis pour la suppression de l'anonymat. D'ailleurs, moi, par exemple, quand je suis sur Twitter et que des gens viennent parler ou commenter sur mes tweets, je peux leur répondre. Dès lors où je mets les insultes de côté, que je supprime, enfin, je bloque. Mais quand les gens sont anonymes, je ne parle pas. Parce que je considère qu'aussi, si on veut parler, on peut débattre, c'est pas l'anonymat. Non, mais quand je disais, est-ce que vous avez peur, c'est si un jour vous êtes nommé ministre, est-ce que vous auriez peur qu'on aille déterrer des choses? Non, mais peu importe. Je vous dis, si un jour... Peu importe. Vous êtes... D'accord, mais si vous êtes nommé ministre un jour, est-ce que vous auriez peur qu'on aille exhumer, déterrer des choses que vous ne voudriez pas qu'on voit sur la place publique? En tout cas, moi, je considère que tout ce que je mets sur les réseaux sociaux est public, parce que c'est le choix. Moi, j'ai fait un choix, par exemple, de ne mettre que des aspects liés à mes fonctions d'élu, ou en tout cas de dirigeant d'un parti. Donc rien de privé?
Non, parce que je considère que quand vous mettez les choses privées, vous impactez des gens qui, eux, n'ont pas fait le choix d'être dans la lumière. Donc c'est aussi une façon de voir les choses. Après, la société est ainsi faite, et que parfois, je pense que notamment, et d'ailleurs je pense que ce qu'on a fait, ce qui a été adopté sur la loi dite Avia, je crois, n'est pas à la hauteur des enjeux. Moi, je reste encore une fois, je reviens sur mon idée qui est, je crois que sur la question numérique, c'est une chance, sauf qu'aujourd'hui, ce qui était une liberté au départ d'Internet, maintenant, qui dirige? Aujourd'hui, quand vous êtes dans un pays, une démocratie, vous votez pour faire en sorte de changer de dirigeant. Là, vous avez des GAFAM qui sont capables demain de lever des monnaies, qui ont une capacité de choisir, de trier ce que vous avez lire ou pas lire, et donc la question de conscience, et qui prennent votre identité numérique. Je considère que là, c'est une vraie question démocratique qu'il faut, à mon avis, prendre à bras-le-corps. Allez, Fanny Conquet, on va continuer avec vous. On va ouvrir une petite page actualité du Sénat. Des auditions aujourd'hui autour du projet de loi bioéthique. Oui, alors on va d'abord rappeler que ce projet de loi bioéthique a été présenté en Conseil des ministres en juillet et voté mi-octobre à l'Assemblée nationale. Depuis 2 mois, au Sénat, une commission spéciale se penche sur ce texte avec de très nombreuses auditions, des auditions de représentants des cultes, des universitaires, mais aussi des ministres. Hier, c'était Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé des droits de l'enfant, qui étaient auditionnés. Au cœur des discussions, évidemment, une des mesures phares de ce projet de loi, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les couples de femmes et les femmes seules. Et certains sénateurs ont exprimé leurs craintes, leurs questionnements sur l'absence de filiation paternelle, sur les conséquences de ce nouveau type de famille, sur le bien-être et le développement de ces enfants. Le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a rappelé les résultats de certaines études. Écoutez. Ce sont effectivement près de 700 études qui ont eu cours au cours des 40 dernières années, plutôt à l'étranger, par construction, sur les familles monoparentales ou sur les femmes seules. Et ces études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet délétère pour l'enfant, pas de vulnérabilité supplémentaire qui pourrait naître d'avoir été élevé dans ces structures familiales-là. Alors, autre interrogation à des sénateurs, est-ce que la PMA pour toutes va ouvrir le droit à l'enfant et donc la gestation pour autrui à laquelle les couples d'hommes pourraient vouloir avoir recours? Là encore, réponse claire du gouvernement. Pour la GPA, on ne peut ni prétendre qu'il y a un droit à l'enfant, ni dire que le principe d'égalité joue. Et il se trouve que dans notre droit, nous avons clairement inscrit dans le Code civil l'interdiction de la gestation pour autrui. Ce matin, la commission a donc poursuivi ses auditions avec, cette fois, les représentants des associations de familles homoparentales et les associations LGBT. Oui, alors on rappelle que cette commission spéciale avait entendu début décembre les associations de familles contre la PMA, comme la Manif pour tous. Et ce matin, c'était donc au tour des familles favorables à la PMA, les familles homoparentales et LGBT. Et qui dit nouvelle manière de procréer, dit aussi nouvelle filiation. C'est un des points les plus sensibles de ce projet de loi. Le texte prévoit que les couples de femmes qui ont recours à la PMA devront faire une reconnaissance anticipée de l'enfant, donc avant sa naissance devant un notaire. Mais c'est un sujet qui fait débat. Les sénateurs eux-mêmes reconnaissent qu'il s'agit d'une question très sensible. Est-ce que cette nouvelle filiation induit une différence et donc une discrimination avec les autres enfants? Écoutez. Certaines associations disent que oui et d'autres disent que non. Alors pour le législateur que nous sommes, c'est effectivement un point de doute encore. Je pense que la commission y travaillera très sérieusement avec un nombre d'auditions aussi sur le même sujet. J'ai entendu aussi une préoccupation sur l'enfant, sur le fait que l'enfant devait pouvoir être accueilli, connaître ses origines, avoir une filiation établie dans de bonnes conditions. Alors on rappelle que ce texte devrait arriver dans l'hémicycle en janvier et les discussions, on imagine, vont être vives. Vous avez un avis clair, tranché, vous, Rachid Temal, sur ces questions? D'abord, l'ouverture de la PMA à toutes, déjà, et dans un second temps, la GPA. Juste, moi j'ai un regret, si je peux me permettre. C'est qu'on ne parle que de la PMA? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu donc un travail qui a été fait par la Commission nationale sur la révision des lois bioéthiques. Et il y avait, parmi les sujets les plus importants, il y avait la question de la fin de vie. Et le gouvernement, moi je regrette qu'il ait retiré. Alors avec Martine Filleul, une de mes collègues sénatrices du Nord, on va déposer une proposition de loi, parce que voilà, je voulais le dire, parce que je pense aussi un élément, c'est dommage que c'était le sujet le plus abouti et qui a été le plus évoqué sur la plateforme et qui a été mis de côté. Sur la PMA, moi je suis favorable à la PMA.
Pour toutes. Oui, je suis favorable à la PMA. Je ne suis pas favorable à la GPA. J'entends qu'à partir de là, il y a des problématiques, notamment les enfants nés à l'étranger de GPA qui reviennent. Donc c'est une vraie question qu'il va falloir traiter. Mais en tout cas, moi, sur ça, c'est la PMA, pas de discrimination entre les enfants. Je crois qu'il peut aussi avoir une possibilité pour l'enfant, une fois adulte, il faut déterminer l'âge, de savoir quelles sont ses origines, etc. Donc voilà. Après, je vais donc attendre la fin des travaux des commissions, parce qu'il faut qu'il y ait un sens à tout ça, et entendre justement les uns et les autres. Et puis, je voterai bien sûr avec mes collègues. Et je considère que c'est un sujet important, c'est un sujet de société. Je crois qu'il faut, sur la PMA, le faire et refuser la GPA. Mais à partir du moment où on offre la possibilité à des couples de femmes d'avoir un enfant, comment le refuser à des couples d'hommes? Est-ce que c'est l'argument des associations LGBT, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inégalité profonde? Oui, mais enfin, vous évoquez un droit, mais il faut entendre ce que c'est que la GPA. Je veux dire, aujourd'hui, la gestation pour autrui, ça pose d'autres questions. Et on ne peut pas juste dire c'est juste le droit à l'enfant, et puis on ne regarde pas ce qu'il y a derrière cela. Donc moi, je reste persuadé qu'encore une fois, la frontière, elle est bien là. PMA, mais pas la GPA. Et ce gouvernement, normalement, devrait s'y tenir, puisqu'il le dit lui aussi. Il dit comme vous. PMA, oui, GPA, non. Vous avez confiance? Moi, j'attends encore une fois de voir ce que sera la fin de la commission spéciale sur les lois bioéthiques. Je vais lire comme mes collègues, je vais regarder les conclusions. Je sais que c'est un débat qui fera d'ailleurs beaucoup de débats pour certains au nom de leurs convictions personnelles, que je respecte. Et après, en tant que législateur, en tant qu'homme de gauche, je voterai bien évidemment cet aspect-là. Mais dans cette loi-là, il y a beaucoup d'autres choses, d'ailleurs des choses qu'on peut aussi même découvrir, qui sont très importantes, très intéressantes, et qui touchent notamment ce qu'est l'humanité, ce qu'est notre vision aussi de ce que son développement, etc. Et c'est un sujet passionnant. Alors moi, je ne suis pas dans cette commission, donc je m'en occupe moins, mais je sais que celles et ceux qui bossent, je salue en tout cas leur volonté d'avancer, de faire avancer, en tenant compte, encore une fois, de la vie, des règles, de la législation, etc. Autre actualité au Sénat avec vous, Tam Tranui, une table ronde sur l'alimentation saine et durable cette fois, et sur le rôle des collectivités locales sur ce sujet. Et oui, qui n'a pas fait la grimace à la cantine devant des choux de Bruxelles sortis tout droit d'une boîte et qui n'ont peut-être jamais vu la terre. Pas que des choux Bruxelles. Voilà, on est tous d'accord. Ce matin, en tout cas, on a pu découvrir au Sénat des maires qui font autrement pour nos chères têtes blondes. C'est une expression. On a parlé agriculture bio ce matin, agriculture locale, agriculture bio et locale et pas trop chère. Cela avec des maires très volontaristes. Exemple avec le maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine qui nous explique ce matin son projet. Pour l'instant, Gennevilliers a 30% d'alimentation bio et nous avons une cantine intercommunale. Nous avons créé un syndicat et donc nous produisons nous-mêmes les repas. Et nous allons travailler avec la ville d'Argenteuil pour essayer de récupérer 40 hectares de terres agricoles qui sont aujourd'hui en friche. Et nous travaillons à un recensement, à un remembrement pour remettre des maraîchers et faire en sorte que dans 4 ans, on puisse avoir une production locale dans le territoire qui alimenterait les cantines du territoire de ce nord parisien. C'est bien, c'est la preuve qu'on peut être maire sur un territoire très urbain et miser quand même sur l'agriculture locale. Oui, bio et local, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément dans un territoire de banlieue parisienne. D'ailleurs, comment ça se passe dans le Val d'Oise, Rachid Temal? Est-ce que vous avez ce genre de projet? Question piège. Non, parce que vous voyez, c'est que pour répondre à votre question, Gennevilliers est dans le 92, Argenteuil est dans le Val d'Oise. Oui, absolument. Et vous voyez bien, c'est un partenariat, puisque c'est bien sur Argenteuil. Vous êtes sauvé par ce que dit le maire de Gennevilliers. Non, je vais vous dire après moi ce que je pense. Moi je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a la question de l'énergie, la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et je crois que ça va être ensemble. Et donc ce travail doit être mené. À part cela, dans le Val d'Oise, on a effectivement des réflexions. Il y a, vous savez, le projet autour du triangle de Gonesse, il y a la plaine de Pierre-les-Bessecours près de chez moi, et puis globalement, le Val d'Oise, je vous rappelle, il y a beaucoup de terres agricoles et qui produit beaucoup. Donc le Val d'Oise n'a pas de souci sur cela. Après, la réalité, on le sait bien. Il faut aussi adapter notre législation à beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de permettre à des cantines de servir du bio de proximité, sur les appels d'offres, il y a 2-3 détails. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lancez un appel d'offres dans une mairie, il y a des volumes conséquents. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité-là. Donc moi, je pense qu'il faut adapter cela et qu'il faut développer, bien évidemment, le bio. Ou en tout cas, des choses... Après, il y a une question du coût. Oui. Il y a une question du coût. Parce que vous avez des agriculteurs qui vous disent, avant que ça soit rentable, ça prend du temps et il faut m'assurer que je n'ai pas de baisse de revenus. Donc la loi Egalim n'a pas réussi à répondre à ça, mais voilà. Donc moi je suis totalement favorable, mais je dis voilà, il faut prendre, c'est un vrai sujet et effectivement partout on peut le faire dorénavant.
Oui, et d'ailleurs, c'est le cas de la commune dans les Alpes-Maritimes de Montsartou qui est passée au bio, d'ailleurs après la crise de la vache folle. Elle y est passée en 1998 et à coût constant, voire plus faible grâce à des efforts sur le gaspillage alimentaire. C'est la preuve aussi que contrôler l'alimentation, ce n'est pas une lubie bobo récente comme le disent certains, mais ça peut être une réponse à de graves crises sanitaires. Et ce matin, Tam, vous avez aussi entendu Daniel Cueff, le désormais célèbre maire de Languette. Oui, Languette, ce village d'irréductibles bretons très rétifs aux pesticides. Daniel Cueff a expliqué être passé à la cantine bio il y a 16 ans grâce à ses boulangers, ses agriculteurs bio et locaux, sa Biocop, sauf que patatras, non loin d'eux, il y a aussi des agriculteurs qui utilisent des pesticides de synthèse, d'où son désormais célèbre arrêté antipesticides. On l'écoute. Nous n'arrivons pas à les convaincre par la discussion, donc je suis obligé de prendre des mesures d'autorité en disant est-ce que dorénavant vous ne pourriez pas éloigner les pesticides de synthèse des habitations parce que les gens respirent malgré eux des pesticides de synthèse, ils n'en veulent plus. C'est une atteinte à leur liberté, ils ne veulent pas en consommer malgré eux. Nous allons les aider. Je me suis engagé auprès d'eux à prendre l'entièreté des surcoûts qu'il pourrait y avoir en changeant de modèle. Oui, donc il leur tend la main, Daniel Cueff. Il a une parole plutôt mesurée ce matin, mais rappelons tout de même qu'avec son arrêté antipesticides, il a relancé à lui tout seul la guerre entre les pros et les antipesticides. On sort de plusieurs mois d'ailleurs de manifestations des agriculteurs qui protestent contre l'agribashing et ce qu'ils considèrent comme une caricature de leur métier. Alors, Tam, est-ce que les sénateurs sont sortis convaincus de ces témoignages? Eh bien, on peut dire que beaucoup sont sortis très motivés, en tout cas par ces échanges de bonnes pratiques et ces beaux exemples. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de contradictions, c'était un peu cuit-cuit les petits oiseaux. Écoutez d'ailleurs le président de la délégation aux collectivités, Jean-Marie Bockel, et puis le sénateur écologiste Joël Labbé. Pour eux, il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Moi, je pense notamment à la question des cantines scolaires, des circuits courts, etc. Parce qu'on va à l'encontre d'habitudes anciennes et qui avaient à une certaine époque leur légitimité. L'ANSES, tout dernièrement, il y a une quinzaine de jours, vient de décider que 30 produits à base de glyphosate sont interdits. Autorisation de mise sur le marché retirée. C'est dire que les lignes sont en train de bouger. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et au niveau entre nous, au niveau de nos débats. Oui, les débats évoluent, nous explique-t-il, aussi parce qu'il y a des avancées scientifiques et que la demande citoyenne se fait de plus en plus forte, de plus en plus pressante, mais cela demande de changer les habitudes et surtout de changer la loi. Et c'est bien là qu'est le hic. Dans les faits, il a fallu des débats homériques pour inscrire dans la loi l'objectif simplement de 20% de bio dans les cantines en 2022. Rappelons d'ailleurs que le Sénat s'y était opposé dans un premier temps. Et à l'époque, d'ailleurs, Joël Labbé, le même, avait pointé du doigt l'influence du puissant syndicat qu'est la FNSEA. Même chose sur les pesticides avec d'autres lobbies, on le sait. Bref, les déclarations d'intention, c'est une chose, c'est une bonne chose, mais passer aux actes, cela en est une autre. Rachid Temal. Non, c'est vrai, c'est que vous venez de le dire. Alors, le Sénat s'est opposé, vous voulez dire la majorité au Sénat. Pas tout le monde. Certes, ce n'est pas il avait donc emporté. Voilà, mais non, mais bien sûr, c'est la loi c'est la loi de la majorité. Mais la démocratie. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, faisons pas non plus des agriculteurs les coupables de tout, parce qu'ils sont aussi eux-mêmes victimes d'un système qui fait qu'à la fin, leur production, ils doivent le vendre, notamment, et quand on sait qu'en France, il y a 5-6 grosses coopératives qui fixent les prix, je veux dire, c'est aussi là qu'il faut regarder, parce que si on ne va pas toucher ce verrou-là, rien ne sera possible. Et moi, je l'ai vu d'ailleurs, quand on discute, le 6 novembre dernier, je faisais venir un collègue dans mon département, notamment sur ces questions-là, et on a travaillé avec des agriculteurs, des élus locaux, dans le parc naturel régional du Vexin français, donc à Us, comme ça vous saurez tout, vous verrez, là-bas aussi, donc des agriculteurs, et on a essayé d'échanger sur justement, effectivement, comment on peut aujourd'hui changer de modèle. Et on voit bien qu'il n'y a pas de guerre de tranchées, parce que personne se dit les produits c'est bien ou c'est pas, personne ne se le dit. La question qui est posée, c'est comment chacun peut aller vers un objectif commun. Donc il faut sortir de cette guerre de il y aurait les méchants et les gentils. Voilà, il faut regarder où on peut agir. Et je le dis. Mais est-ce que parfois il ne faut pas mettre des contraintes dans la loi pour que vraiment les pratiques évoluent ou mettre vraiment des objectifs contraignants? Mais auprès de qui vous mettez les contraintes? La question aujourd'hui, c'est qui a des capacités financières énormes de fixer les tarifs et donc de fait de fixer le mode de production. Et dernier élément, le gouvernement aujourd'hui a du retard quand vous êtes agriculteur bio en France et vous demandez des aides. Vous savez, pour l'instant, il y a 2-3 ans de retard. Donc il y a un coût qui est directement pour l'agriculteur. Donc quand on regarde tout cela, il faut bien voir que moi je suis pour changer de système et je pense qu'il faut le faire. Mais il faut qu'on ne laisse pas l'agriculteur seul
Mais vous comprenez les difficultés des agriculteurs à changer de modèle, quoi. Bien sûr, mais parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le niveau de revenus des agriculteurs et leur dépendance à un système qui soit de la PAC ou qui soit via des grands groupes qui tiennent les prix, ils ne sont pas eux-mêmes totalement libres. Donc je crois qu'il faut les aider plus que leur mettre la tête encore sous l'eau. Ça n'enlèverait, encore une fois, moi je suis pour le bio, etc. Je dis juste, quand on prend une mesure, il faut s'assurer que tout le monde puisse y arriver. Eh ben merci beaucoup Rachid Temal d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés tout au long de ce club. Merci à toutes les trois d'y avoir participé. Les choses évoluent à Matignon. C'est évidemment le sujet de notre grand débat dans un instant. On a déjà pas mal d'infos puisque certains leaders syndicaux sont sortis de cette réunion avec Édouard Philippe. Édouard Philippe qui devrait s'exprimer dans les minutes qui viennent. C'est ça, Quentin Calmet, vous suivez tout cela pour nous ? Exactement, Rebecca. Les 6 organisations syndicales et les 3 organisations patronales sont en train de quitter Matignon en ce moment même. Peut-être voyez-vous sur les images de Jonathan Dupriez, Yves Verrier de Force ouvrière qui est en train de s'exprimer en ce moment même. Mais donc on a déjà eu quelques échos de la réunion qui avait lieu cet après-midi, notamment Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui, vous allez l'entendre, n'a pas caché sa déception avec ces 2 heures de réunion sans annonce, tout simplement pour préciser un calendrier de travail sur quelques mesures à la marge, alors que lui demande le retrait du projet de réforme. Écoutez Philippe Martinez. Je vous dis qu'il n'y a rien de changé par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Si ce n'est un programme de réunion qui est prévu, je crois, de démarrer début janvier pour parler de tout ça. Donc c'est beaucoup de promesses, toujours des promesses pour tout le monde, rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc nous met devant nos responsabilités. Voilà, Philippe Martinez qui annonce déjà une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 9 janvier prochain. Mais alors, du coup, il y a bien quelques points sur lesquels le Premier ministre a annoncé un calendrier de travail. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, d'après ce que nous disent les syndicats à la sortie de Matignon, il y a le dossier de la pénibilité. Effectivement, le MEDEF a parlé du 3-8. Effectivement, également le minimum contributif. Alors, c'est un peu barbare, mais il s'agit en fait du minimum dans les pensions de retraite. Ça va donc être l'occasion également de négocier avec les partenaires sociaux. Également, les fins de carrière. Vous voyez, les retraites progressives pour les départs à la retraite. Et le point crucial, le 4e point, l'équilibre du système des retraites. Et visiblement, eh bien, Matignon ne lâche pas l'idée d'un âge pivot. Il y aura simplement des négociations sur cet âge et donc pas de quoi répondre à la colère de la CFDT. Laurent Berger l'a redit à l'instant, il y a un désaccord sur l'âge d'équilibre et sur la méthode elle-même, a même rajouté Laurent Berger. Il a dit qu'il ira travailler aux invitations à sa réunion de travail de l'exécutif, mais il y a bien un problème sur cet âge pivot, il le maintient. On a entendu également quelques organisations patronales s'exprimer à la sortie il y a un instant. On le voit, eux sont davantage rassurés par cette réunion aujourd'hui. Une réunion qui, donc je vous le rappelle, Rebecca, ne voit pas d'évolution majeure, mais simplement le Premier ministre qui devrait s'exprimer dans un instant va annoncer un calendrier de travail sur 4 points qui sont en négociation. Je vous les redonne, pénibilité, minimum contributif, fin de carrière et donc cette question de l'âge pivot. Merci beaucoup Quentin Calmet. Vous êtes accompagné de Jonathan Dupriez ce soir et vous continuez évidemment de suivre tout cela pour nous. On va entamer notre grand débat avec nos invités que je vous présente immédiatement. Jannick Halimi, bienvenue. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. François Calfon, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et cofondateur de Gauche Nouvelle. François Moreau, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de la société de conseil en ressources humaines LHH Alt Media, spécialiste du dialogue social et co-auteur de ce livre, entrepreneur, magicien et prophète. Bruno Cotresse, bienvenue à vous également. Vous êtes politologue, chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. On vient de l'entendre de la part de notre journaliste Quentin Calmet. Ça semble patiner ce soir. Les réactions des syndicats, vous les avez entendues, sont assez mesurées pour ne pas dire plus. Philippe Martinez annonce déjà une nouvelle journée d'action interprofessionnelle pour le 9 janvier. C'est dire à quel point il n'a pas été convaincu par Édouard Philippe et à quel point la situation semble encore bloquée. Et Laurent Berger qui persiste à dire qu'il y a décidément un accord sur cet âge d'équilibre, mais aussi sur la méthode, et c'est peut-être un peu nouveau. François Calfon, on a le sentiment qu'on est bloqué. Bah oui, et en fait, je pense que tout le monde n'a pas le même agenda. Naturellement, l'agenda du président, enfin du patron de la CFDT, il est social.
comme gestionnaire du système. Et en face, on semble avoir un pouvoir politique à ce stade, je ne refais pas tout le débat sur les retraites, qui a un agenda de nature politique. Puisque quand vous regardez les études d'opinion, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande majorité de Français qui est contre, ça a été confirmé par un sondage ELAB, cette réforme des retraites, qui impacte tout le monde. Mais il y a aussi une minorité de Français, 25-30, qui sont en fait l'électorat de droite classique, qui finalement est dans une logique de parti d'ordre et de souhait de cette réforme. Or, il me semble, et c'est mon interprétation ce soir, il me semble que le choix, autrement ça ne s'explique pas, perdre la CFDT, on nous aurait dit ça il y a 3 mois, personne n'y aurait cru. Et il me semble que l'agenda est de nature politique, comme d'ailleurs il l'avait été aux européennes, souvenez-vous, où le pouvoir en place, alors que c'est une grande proportionnelle, avait souhaité organiser un duel fictif entre le... Donc ce gouvernement prendrait le risque de se mettre à dos une énorme partie du pays avec ce blocage? Moi je pense que... Pour des raisons politiques. Et y compris, alors moi je ne suis pas commentateur, je laisserai ça à une journaliste éminente qui est en face de moi. On va lui donner la parole dans un instant. Il y a bien 2 têtes dans l'exécutif et il semble aussi qu'il y ait des contradictions internes à l'exécutif. Oui, Jannick Halimi. Avant ces contradictions internes possibles, effectivement, parce qu'il y a eu un papier du Parisien très intéressant sur le sujet et on en parlera dans un instant, mais sur cette situation de blocage ahurissante, on a eu une réunion multilatérale une énorme partie de l'après-midi et les syndicats en ressortent avec exactement le même discours qu'hier. Alors oui et non, exactement le même discours pour la CGT, mais enfin là, il fallait vraiment être naïf, voilà, pour croire que M. Martinez allait tout d'un coup être convaincu de la légitimité de la réforme, quelle qu'elle soit, qui est sur les fonds baptismaux, là. Sur M. Berger, effectivement, c'est de lui qu'on attendait. Il n'a pas appelé à lever la grève. En revanche, s'il faut quand même rester optimiste sur l'évolution d'une sortie. Je ne dis pas qu'il faut être optimiste sur le fond, pas par rapport à la réforme. C'est pas, de toute façon, ce n'était pas votre question. Il semble tout de même, enfin, il ne semble pas, il a dit qu'il ne se joignait pas à la manifestation, la journée de mobilisation nationale qu'a annoncé la CGT, alors que la CFDT s'y était ralliée en début de semaine. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que tout est fini, mais il y a peut-être quand même au moins un espace temporel, j'allais dire. La trêve, on n'en sait rien. Pour le moment, la trêve de Noël, il l'appelle, mais on ne sait pas s'il aurait fallu écouter l'UNSA. Si jamais elle levait l'UNSA très présente à la RATP, ça aurait quand même désengorgé Paris, ce qui est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas ce qu'a dit l'UNSA. Il n'y a pas d'annonce de cet ordre pour l'instant. Il n'annonce pas la levée du blocage, il n'annonce pas qu'il y aura une trêve pour Noël. Ce petit élément peut-être pour dire que M. Berger donne un peu plus de temps à la négociation et, deuxième élément, donc ne se joint pas à la CGT, à la journée de mobilisation nationale annoncée par M. Martinez. On va poursuivre la discussion, mais peut-être qu'on va aller tout de suite entendre Laurent Berger, puisque nous avons coupé un extrait de sa déclaration à sa sortie de cette réunion avec Édouard Philippe. Laurent Berger. Sur le point qui fâche, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la réunion, il y a un désaccord sur la question de l'âge d'équilibre. Il y a d'abord un désaccord, comme je l'ai dit, sur la temporalité, qui consiste en gros à dire qu'il y aurait besoin urgemment de mesures punitives pour les travailleurs. Et deuxième point, il y a un désaccord sur la méthode elle-même, qui est cet âge d'équilibre qui, je le rappelle, va toucher des travailleurs qui en 2022, 2023 et les années qui suivent auront leur taux plein pour partir à l'âge légal à 62 ans, mais seront obligés, contraints de faire un peu plus. Bruno Cotrez, vous êtes surpris, vous, qu'il ne semble pas y avoir d'avancée majeure ce soir à l'issue de cette réunion? On peut être surpris au plan de l'analyse politique qui normalement conduit des acteurs à un moment donné à minimiser les coûts qu'ils peuvent avoir, parce que là on est pour le moment dans une situation où les coûts peuvent être très élevés pour tout le monde. C'est-à-dire dans une négociation de cette nature, plus on va retarder le moment où on fait des concessions, plus elles vont apparaître comme des renoncements. Et là ça devient très coûteux, on peut aboutir à des situations totalement paradoxales où il serait dans l'intérêt de tout le monde de trouver un accord, mais plus le temps passe et plus c'est coûteux, et donc plus on reporte. Ce qui me surprend moi, alors effectivement tout le monde n'a pas le même agenda, c'est sûr, mais quand on regarde les données d'opinion, on voit que tout le monde n'a pas également la même vision sur l'ensemble du projet du gouvernement. Si on regarde la question des régimes spéciaux, sur les régimes spéciaux, l'enquête ELAB dont on parlait montre qu'il y a plutôt une adhésion des Français à la remise en cause des régimes spéciaux. Si je prends un deuxième plan qui est l'idée Macron, Laurent Berger, en fait, d'un système universel à point, on ne sent pas une adhésion très forte.
il y a une 50-50, c'est assez mou, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais parce que tout se mélange peut-être avec un manque de confiance en ce gouvernement qui vient. Et il y a l'âge pivot qui lui est clairement rejeté. Et le risque aujourd'hui pour le gouvernement, c'est qu'évidemment l'ensemble des craintes, de tout ce que nous voyons, lui soit défavorable. Finissent à ce que l'appréhension, le rejet de cet âge pivot finisse par tout emporter sur son passage et donne à ce moment-là une nouvelle clé de lecture à l'opinion qui est, mais en fait, cette réforme est injuste. Et donc puisse contaminer, y compris des éléments d'accord qui existent dans l'opinion, peut-être un système plus universel, sans doute la fin des régimes spéciaux. Donc on est un peu dans une sorte de situation presque un peu absurde du point de vue du comportement rationnel des différents acteurs et surtout du côté du gouvernement. François Moreau. On peut être inquiet, c'est-à-dire qu'en début de semaine, on peut avoir un peu d'espoir. Suite à l'agenda des réunions d'hier et des réunions d'aujourd'hui, on voit vraiment qu'on est dans l'enlisement, on est loin de la sortie de crise. Clairement, il y a deux fronts, hein. C'est la guerre de tranchées qui s'installe, qui dure maintenant depuis, on est quand même au 15e jour aujourd'hui. Un front désunis du côté des syndicats, où il y a loin d'avoir une ligne claire, un Laurent Berger qui fait un point dur de ce fameux H pivot, une CGT et FO qui souhaitent le retrait du projet, et puis ils ne sont pas d'accord non plus sur la conduite des grèves pendant les vacances de Noël, et puis de l'autre côté un gouvernement qui n'a pas gagné la bataille de l'opinion, loin de là, puisque les derniers sondages montrent que les Français peuvent être pour la fin des régimes spéciaux, mais en tout cas, ils sont pas pour la réforme. Et là, il y a, pour moi, un sujet majeur qui est la pédagogie et le fait de marquer et de faire comprendre aux Français l'intérêt de cette réforme, en tout cas pour le gouvernement qui estime que ça amènerait plus de justice sociale. Or, on en est loin aujourd'hui. On va poursuivre cette discussion. On va d'abord aller en salle des conférences pour recueillir la réaction de Gérard Longuet. Alexandre Poussard, vous êtes aux côtés du sénateur LR. Et oui, Gérard Longuet, finalement, le Premier ministre ne fait pas de concession sur cet âge d'équilibre à 64 ans, pas de concession à la CFDT. Pour vous, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Il ne pouvait pas faire autrement. Sur le plan des tactiques, de toute façon, il n'y aura aucune solution avant Noël, avant les rassemblements familiaux de fin d'année. Et Édouard Philippe le sait. S'il lâche aujourd'hui quelque chose de significatif, il démarre en janvier en position de faiblesse. D'autre part, je crois que sincèrement, Édouard Philippe, et d'ailleurs mathématiquement il a raison, pense qu'on ne peut équilibrer le régime de retraite, ce qui est quand même l'objectif, qu'en travaillant le plus possible à 64 et au-delà. Et donc l'âge pivot est en effet une demande de bon sens pour équilibrer le système. C'est pas ce que voulait le président Macron quand il était candidat. Et là, il y a une divergence entre les deux. Et justement, il y a peut-être apparemment une division au sommet de l'État entre d'un côté Emmanuel Macron qui serait prêt à davantage faire de concessions sur cet âge d'équilibre. Oui, parce que Emmanuel Macron se bat d'abord sur la réforme de structure, sur la retraite à points, qui, entre nous, a l'avantage, par sa complexité, de pouvoir manipuler à peu près tous les chiffres et tous les résultats. C'est sans doute d'ailleurs ce qui inquiète les syndicats. Édouard Philippe est Premier ministre, son horizon est à plus court terme, c'est de donner un signal fort pour montrer que la France maîtrise ses déficits publics. Il faut quand même savoir que la RATP et la SNCF, c'est une affaire à 6 milliards d'euros payés par le contribuable chaque année. C'est très très lourd sur les finances publiques. Mais rester ferme juste avant les fêtes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retournement de l'opinion contre le gouvernement ? Vous savez, l'opinion, elle est très partagée, parce que d'un côté, elle ne sait pas très bien ce qui l'attend, à juste titre, en ce qui concerne les grèves. Elle sent confusément qu'il faudra travailler plus, et ça ne fait plaisir à personne. En même temps, le fait de maintenir la grève en période de vacances et de vacances familiales, c'est pas une bonne opération pour les grévistes, mais ça démontre leur volonté. Vous savez, c'est un jeu de rôle, chacun est dans le sien, les grévistes dans le leur, et comme toujours, c'est les franciliens, principalement eux, et aussi à travers les SNCF des provinciaux, qui sont otages de ce conflit. Donc pour vous, en termes d'image, ce sont les grévistes, les syndicats qui vont pâtir de cette réunion qui n'aboutit à d'autres réunions. En fait. Non, ils vont souffrir d'empêcher les gens de se retrouver en famille pour Noël. Ça, je crois que beaucoup de familles ne leur pardonneront pas et ils ne se poseront pas la question de savoir si c'est la réunion de Matignon qui était trop dure ou trop douce, trop tardive ou trop prématurée. Ils constateront que factuellement, les familles ne peuvent pas se retrouver et ça les marquera profondément. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Longuet, pour votre analyse.
Merci beaucoup Alexandre. François Calfon, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais remettre un peu en perspective tout ça. Enfin, je crois que s'il y a une bataille qui a été perdue d'ores et déjà par le gouvernement, c'est celle de la clarté, de la cohérence. Ça, ils la mettent même au centre d'En Marche, d'ailleurs, ils le disent. Non, mais d'accord, si vous reprenez l'agenda sur les retraites depuis l'élection présidentielle, il dit je vais faire une réforme systémique, mais pas question de réforme comptable. Encore en juillet dernier, il y a une déclaration que tous les syndicats, y compris moi-même, sur juillet, et moi-même peux reprendre à mon compte. Ensuite, pendant à peu près acte 2, on nous a dit on va enjamber les municipales et on reprendra ce débat au lendemain des municipales. Et suite à la mobilisation, il y a une sorte d'accélération des choses. Ça, c'est sur la rythmique. Donc personne n'y comprend plus rien parce que c'est incompréhensible. Deuxième chose, on en parlait un peu pendant ce duplex sur ce plateau, est-ce que les gens ont interprété, parce que c'est à cela que la bataille d'opinion doit être gagnée ou perdue suivant le gouvernement, ont interprété que c'était une réforme des régimes spéciaux ou de l'ensemble des retraites? Je crois plutôt que les Français ont compris, tout simplement parce que c'est la vérité, que les années de cotisation, ça concerne 100% des fonctionnaires, que les 25 meilleures années versus l'ensemble de la carrière, ça concerne 100% des salariés du privé, et que sur le reste, pardon de le dire, il y a une très très grande confusion. Je lisais ce matin dans la presse sur, par exemple, la question des femmes sont-elles gagnantes ou perdantes? Eh bien, vous avez quand même une union sacrée que moi-même, en me pinçant, je n'aurais pas cru. D'un côté, les associations traditionnelles, catholiques, familiales, et de l'autre, les féministes. Mais on n'a pas tout, François Calfon. Non, je ne suis pas en train de vous dire... Les associations de catholiques par des mères de plusieurs enfants. Je termine. Donc, précisément... Rapidement, parce qu'on va faire tourner la parole. Je ne suis pas en train de dire que j'ai tout, mais pour, comme ça, avoir la conjonction des contraires et en fait ne pas avoir la réponse, parce que la réponse n'a pas été fournie, tout simplement, eh bien, ça nourrit toutes sortes de contestations. Et c'est comme ça qu'on parle de coagulation, très éparses, qui finalement finissent par créer un bruit de fond, d'ailleurs on l'a sur ce plateau, un bruit de fond qui n'est pas, sur la lecture de la clarté de ce projet gouvernemental. Écoute, moi je suis d'accord en partie avec ce qui vient d'être dit, c'est que cette réforme qui était présentée par le candidat Macron et par le président Macron comme étant une réforme majeure, une réforme mère, donc qu'on pensait être pensée, préparée et pouvoir être vendue, entre guillemets, pour parler trivialement, à l'opinion publique de façon cohérente et persuasive, là, c'est tout le contraire. C'est l'échec. De ce côté-là, alors, écoutez, c'est l'échec total. Ouais. Il est vrai qu'en termes de calendrier, d'agenda, la réforme a été reportée plusieurs fois. Dit-on, pour laisser la place à la concertation, négociation, discussion, tout ce qu'on voudra, raison de plus, pour qu'elle soit bien préparée et pour que ces fameuses, au moins, lignes rouges, aussi bien du côté du patronat que du côté des syndicats, au moins des syndicats réformateurs, ne soient pas franchis par le gouvernement. Donc c'est incompréhensible. On en a un petit peu plus sur les déclarations des leaders syndicaux ce soir. Laurent Berger salue tout de même une volonté de dialogue. Donc c'est ça, c'est ce que je disais. Il y a une volonté de dialogue qu'il saluait déjà hier. Aujourd'hui, il avance en disant qu'on pourrait en discuter avec Édouard Philippe et les autres syndicats qui le veulent bien au début janvier et qu'il ne s'associait pas, en tout cas pour le moment, à la journée collective nationale de mobilisation annoncée par Monsieur Martinez. Mais je voudrais juste terminer d'un point très rapidement politique. Moi, je ne suis pas sûre, d'abord, au-delà de toute cette cacophonie générée par l'exécutif qui, en plus, semble-t-il, est en fiction à son sommet, moi, je me pose aussi des questions là-dessus parce qu'il peut y avoir des frictions, mais Emmanuel Macron reste Emmanuel Macron et Emmanuel Macron reste le chef de l'État qui a nommé son président. Donc, son Premier ministre. Friction peut-être, mais qu'on en arrive à des frictions fondamentales. Et publiques. Et publiques, comme c'est le cas, moi, je me dis, il y a quelque chose qui a dysfonctionné au royaume d'Emmanuel Macron. Juste un dernier point, ou alors, politiquement, moi, je ne suis pas sûre que Macron visait l'électorat de droite et que, de toute façon, ça fera le bénéfice, tout ça, de l'électorat macroniste. Et pour votre information, je suis loin de penser tout ça. L'UNSA Ferroviaire appelle à une pause pendant les fêtes, donc une trêve de Noël. En tout cas, de la part de l'UNSA, c'est un appel de l'UNSA Ferroviaire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura trêve. Non, si on revient sur le sujet de la communication, au départ, on était quand même sur, pour faire caricatural, mais je pense que c'est important de le rappeler, fin des régimes spéciaux et puis plus de justice sociale pour les petites retraites. On était sur cette équation. Et puis ensuite, il y a eu évidemment le volet économique, le volet comptable, comme le disait François Calfon. Et là, on a perdu les Français. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que finalement, en termes de communication, le fait simplement de commencer à mettre en œuvre, je crois qu'un site a été créé, aujourd'hui il est opérationnel, qui s'appelle
Suis-je concerné info-retraite.fr où ils prennent enfin des cas réels. Ils en prennent 50. Ils en prendront 150 mais il à manque partir... tellement d'éléments. Mais voilà, oui, mais avec une calculette, on peut savoir si on va gagner ou si on va perdre. Aujourd'hui, quand vous interrogez, c'était le sujet des femmes, par exemple, on doit être capable de dire si elles sont gagnantes ou perdantes. Or, c'est pas clair aujourd'hui. Et donc, je prie de m'excuser. Enfin, ça rejoint, les calculettes, par exemple, sur les enseignants, vont avoir du mal, j'imagine, à prendre en compte les revalorisations de salaire. C'est impossible de le savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a le cas des enseignants dans ces calculettes, dans ces simulateurs, mais... Pardon ? Vous dites la même chose sur les femmes, ce que j'ai compris, parce qu'on en est à essayer de se débriefer sur un plateau, mais sur les femmes, d'après ce que j'ai compris, avec la revalorisation des 5% pour enfants. Oui, par enfant. Voilà, et dès le premier enfant, ça ne fonctionnera que si les femmes ont des carrières complètes, l'ensemble de leur trimestre. Donc vous voyez bien que les femmes... Mais le cas des enfants n'est pas dans le simulateur. Mais pourquoi je le dis ? Encore une remarque sur la confusion. Les femmes qui sont inquiètes sont évidemment celles qui ont fait beaucoup d'enfants et qui ont des carrières incomplètes. Non, il y a aussi des femmes seules, sans enfants, avec des carrières hachées. Mais je trouve que ce dont on est en train de parler, en fait, on est tous un peu quand même stupéfaits. C'est une réforme qui concerne un point absolument fondamental de nos existences. À la fin de toute une vie d'efforts, de travail, comment le système social me récompense, me pénalise éventuellement si j'ai pas fait du tout d'efforts, etc. Enfin, c'est un pilier de nos existences. C'est pas un point mineur de l'action publique. C'est pratiquement un des 2 ou 3 piliers d'un État moderne aujourd'hui. Donc on est sur quelque chose de fondamental. Que tout ceci fasse l'objet d'une pure modélisation théorique, car l'absence de simulateur pouvant indiquer à chaque Français s'il gagne ou s'il perd, me fait, moi, ouvrir une perspective. Est-ce possible que le gouvernement ait mis sur la table ce projet sans avoir lui-même passé à la moulinette ? Donc là, ça ouvre un abîme de perplexité, je dirais, à celui qui analyse. Et par ailleurs, sur la grille de lecture, je pense que c'est quand même avant tout une grille de lecture d'Emmanuel Macron. On retrouve quand même dans le discours sur cette réforme la volonté de revenir sur le clivage entre les progressistes et les conservateurs, ceux qui veulent faire moderniser le système, ceux qui veulent vivre sur des rentes de situation, etc. Il y a en toile de fond, évidemment, et c'est là où on voit que c'est un nœud très, très, très difficile à défaire. On est sur quelque chose qui est plus qu'un pilier du macronisme. On est sur le cœur même du macronisme avec cette réforme. Et avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute, je vous le disais il y a un instant, l'UNSA Ferroviaire appelle à une pause pour Noël. On va écouter son représentant. Le bureau fédéral de l'UNSA Ferroviaire a décidé de prendre acte de ces avancées et d'appeler, indépendamment du reste du dossier, à une pause à la SNCF du mouvement. À la RATP, il y a un dialogue entre la direction et les agents, la direction devant faire la preuve aux agents que le contrat social est respecté. Et après, les agents, comme notre structure, verra ce qu'elle fera. Mais ça, je vous l'ai déjà dit hier. Là, je vous annonce la décision à la SNCF. Donc on comprend, François Calfon, que l'unité syndicale est rompue à la SNCF et on entend également, c'est la deuxième fois, qu'il y a des avancées. La vraie remarque, là je me fais un peu commentateur social, mais la vraie remarque et quand même la vraie vérité qui apparaît dans ce mouvement social, c'est à quel point les directions syndicales sont un peu débordées. C'est-à-dire que débordées par qui ? Par leur base ? Par les assemblées générales. La CGT cheminot appelle à continuer le mouvement. Bien sûr, mais ça n'est pas. Mais vous savez, la CGT cheminot et la CGT tout court, par exemple, la question des coupures d'électricité, ça n'a pas été décidé par la Confédération en réalité. Alors que le patron de la CGT couvre ses équipes, c'est une chose. Il a confirmé, oui. Voilà. Non, mais évidemment. Évidemment, franchement, ou alors il se coupe de sa base. Je vous rappelle qu'après chaque grand mouvement de grève, et j'en terminerai là, après chaque grand mouvement de grève, vous constatez une recomposition du jeu syndical. Par exemple, Sud n'est issu que de scission de la CFDT. Donc cette idée selon laquelle en haut à Paris, on fixerait une ligne et ça suivrait automatiquement. Notamment, moi je n'ai pas d'interprétation, je ne connais pas la CFDT assez, mais cette fixation sur l'âge d'équilibre, que je trouve juste, mais y compris qui est un peu contradictoire avec ce qu'on avait connu de la CFDT, elle traduit Pour au vous, fait... ça vient de la base. Évidemment. Ça c'est très nouveau, Yannick Halimi, il est en train de se passer quelque chose dans ce mouvement social. Les leaders syndicaux eux-mêmes dépassés par les demandes, les attentes de la base. Alors, il faut faire attention quand même. D'abord, c'est pas nouveau. Enfin, c'est vrai qu'un peu dans la foulée des Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses. On se souvient du Technopole de Nantes
de mémoire. Hein. Même la pression de grève RATP. Il y a eu beaucoup de mouvements spontanéistes qui ont été émanés, qui sont nés. S'il vous plaît. Messieurs. On précisait que c'était le technocentre. Technocentre, pas que TGV Atlantique. Donc c'était pour aller dans votre sens. Dites-le à voix haute. Merci messieurs. Merci de corriger mes erreurs. Merci beaucoup. Mais de là, bien, donc ce n'est pas nouveau. Les confédérations doivent évidemment faire avec la base, et on sait que certains syndicats. Alors maintenant, il faut faire attention. Il faut voir. Il ne faut pas non plus là dans nos propos, alors que au contraire, la concertation, qu'on le veuille ou non, avec des organisations patronales et syndicales représentatives qui sont au cœur de notre démocratie représentative, qui font ce qu'ils peuvent. On le voit dans les mobilisations, dans les manifestations, où Dieu merci, il n'y a pas ou très peu de dérives et de violences. Donc ne discréditons pas là aujourd'hui dans ce que nous disons, alors que finalement ni les uns ni les autres n'avons fait le tour des syndicats de base pour dire attention, les confédérations sont complètement déconnectées de la base. Non mais ça se dit attention. beaucoup, François ça se dit, et puis on pourrait remarquer, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais que le gouvernement il a fait des concessions sur les régimes spéciaux, puisque finalement le sujet aujourd'hui, l'exigence des derniers syndicats, c'est de se dire la clause du grand-père uniquement pour les seuls derniers entrants. Mais il est quand même, le Premier ministre, la semaine dernière, a parlé de 1985. C'était quand même une avancée. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de 30 000 salariés de la SNCF, 30 000 versus 20 millions de cotisants. Donc ensuite, est-ce que le gouvernement est prêt à aller sur cette clause du grand-père pour les nouveaux entrants? Ça, c'est la question qui serait considérée comme une reculade. Mais là, on y est presque. Le vrai sujet, c'est ce dont on discutait à l'instant. C'est l'âge pivot qui, là, visiblement, est le point de blocage. Encore répété par Laurent Berger ce soir. Bruno Exactement. Beautresse. Il y a quand même aussi d'autres dossiers qui sont, pour le moment, sans trop de réponses. On avait évoqué tout à l'heure le cas de la fonction publique. Il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette pour le moment sur les réponses qu'amène le gouvernement. Je voudrais rappeler quand même ici, il n'y a pas que les enseignants qui sont des fonctionnaires sans prime. Bien sûr. Il n'y a pas, moi j'en fais partie, je suis au CNRS, fonctionnaire sans prime, donc la question est ouverte. Mais vous avez des salaires peut-être plus élevés que les enseignants. La question est ouverte pour nous. Pour le moment, on nous a envoyé une lettre du ministre disant qu'on allait s'occuper de nous, etc. Mais voilà, il y a aussi quand même des points très importants qui, pour le moment, n'ont pas fait l'objet aussi, on va dire, d'une communication très en amont auprès des différents ministères, auprès des différents départements de la fonction publique, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même globalement un problème au minimum de communication autour de l'organisation et la présentation de cette réforme. Moi je voulais quand même préciser deux choses. D'abord que c'est pas simplement un totem cet âge pivot, je veux le dire aux Français qui nous écoutent, c'est quand même la réalité 2022-2025, c'est demain. L'application d'une réforme où des gens qui ont l'intégralité de leur trimestre, je dis bien l'intégralité de leur trimestre, donc ils peuvent faire valoir leur départ à la retraite, ne pourront pas le faire. On peut-être 1 an ou 2 ans de travail en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle du grand mélange des genres, si Emmanuel Macron était resté à la réforme systémique dite d'équité, qui était d'ailleurs portée aussi par la CFDT, je pense qu'il y aurait moins de difficultés. Mais il y a eu aussi un gros sujet, et y compris, j'entendais les partenaires sociaux avant d'entrer en négociation, sur finalement le diagnostic économique et financier du système. Le premier rapport du corps, il y a à peu près, enfin pas le premier de cette mandature, disait 5 milliards. Maintenant, on dit entre 7 et 17 milliards. Et vous avez quand même des réserves qui sont très importantes, 120 milliards à Gircarco, l'ensemble du remboursement de la dette sociale à partir de 2024. Donc si on parle de ça, y compris en parlant du financement de la dépendance, il y a quand même des marges de manœuvre pour 10 ans. Je parle bien de 10 ans en moyenne, puisqu'on dit qu'il y a un trou de 10 milliards. Donc, je le dis, là aussi, il y a une politisation d'enjeux sur le diagnostic du financement du système qui ne sont pas partagés. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas partagés. Je suis d'accord, sans rentrer dans, entre guillemets, les détails et quantitatifs et de temps. Il n'empêche qu'il y avait une occasion rêvée avec les syndicats réformistes, j'y reviens. Ça, parce que, encore une fois, Monsieur Berger était pour la réforme systémique et la fin des régimes spéciaux, ou en tout cas de certains d'entre eux, sous réserve d'épidémie. Mais, et vous l'entendez encore aujourd'hui, ainsi que l'UNSA, pour dire qu'ils étaient prêts à prendre en compte le retour, enfin l'orientation, la trajectoire
vers le retour des équilibres financiers. Donc, on doit s'arrêter là. Cet élément, cette contrainte est prise en compte, y compris par les syndicats réformateurs. Qu'est-ce qu'a fait M. Philippe pour agiter le chiffon rouge des 64 ans? Et la réponse peut-être dans les prochaines heures. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Mais attention, pour une émission très spéciale, délocalisée à Amiens, puisque l'invité sera Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Très très bonne soirée sur Public Sénat.